entretien suivant, hop, pareil, j'y arrive. En plus, cet entretien, il était complètement fou. La commerciale avait changé mon CV pour l'adapter au client, mais ce qui fait qu'elle avait oublié de me prévenir. Déjà, on évite de changer le CV de quelqu'un de base. Ça m'a vaccinée. Mais du coup, j'arrive devant le client, j'ouvre le CV et... Tu te reconnais pas dedans, quoi. Ouais, tu me connais, moi, et mon naturel. Et là, j'ai fait, mais c'est pas mon CV. Et j'ai vu le client s'arrêter en mode, qu'est-ce qui se passe? Et la commerciale qui suivait à côté. Mais donc, cet entretien, je l'ai réussi aussi. Ouais. Pareil, je suis sélectionnée pour le poste et au bout d'un temps, on fait, bah non, finalement, il n'y a plus de poste. Et en fait... Bienvenue sur Yeso et IT Women Network. Ici, on donne la parole aux femmes de la tech, on rend visibles les rôles modèles et on parle sans détour de mixité, de leadership et de pouvoir. Chaque semaine, je partage des parcours, des chiffres et des prises de position pour inspirer, comprendre et surtout accélérer la mixité dans la tech. Coucou Céline. Hello bébé. Salut la joyeuse bande Yeso. Je suis ravie d'accueillir Céline. Céline, c'est d'abord ma copine et aussi c'est une invitée de marque. Parce que Céline, c'est The Céline sur Lyon, la développeuse senior, la conférencière, elle est tout. Elle est tout. Et puis en plus, c'est ma copine, quoi. Voilà. Ça en fait beaucoup tout ça. Donc voilà, je te laisse te présenter, Céline, à ceux qui nous regardent, quoi. Soutenir les actions de Yeso, c'est aussi liker et s'abonner sur cette chaîne dès maintenant. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Céline Louvet. Je suis développeuse. On va résumer comme ça. Je suis plus un mouton à 5 pattes. Parce qu'en fait, je ne suis pas que dev. C'est plus compliqué que ça. Sinon, je suis du coup dans le dev depuis, je sais pas, une quinzaine d'années maintenant, dans l'informatique depuis longtemps. Voilà, c'est toujours dans la technique, scientifique. Et moi, je connais la Céline d'aujourd'hui, dont on va revenir sur le parcours plus tard, mais tu peux me parler de la Céline plus jeune? Ouais. Alors, c'est pareil, mon enfance, elle est compliquée. Ouais, ok. En fait, on a toujours beaucoup vécu à l'étranger. D'accord. Mon père travaillait en tant qu'expatrié, donc pour une société française à l'étranger. On a navigué au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, en France. Donc voilà. tu connais plein de pays, quoi. Ouais. On s'est promené. Et en fait, on a toujours fait ça dans le cadre de son travail. Il est spécialisé dans les télécoms. Du coup, on a été dans des pays où il a fait de l'installation du téléphone, d'autres. On a été en Guyane où il travaillait sur les télécoms de la fusée Ariane, avec le suivi en vol, ce genre de choses. Voilà, donc j'ai toujours bougé. Puis au bout d'un temps, je suis arrivée en France. Qu'est-ce que Céline, la collégienne, qu'est-ce qu'elle aimait faire? Est-ce qu'elle avait des passions? Est-ce qu'elle a toujours aimé l'informatique? Comment c'est arrivé? Comment on est arrivé à l'informatique? Il n'y avait pas du tout d'informatique. Ok. Par contre, j'aimais le sport. Tu aimais le sport? Et le dessin. Donc, études de sport et études de quoi? Même pas. Même pas? Non, mais par contre, j'en faisais à côté des cours. Je ne sais pas combien d'heures de sport je pouvais faire par semaine, mais c'était tous les soirs quasiment, avec des sports différents. Donc, j'y passais du temps. Et en fait, notamment, je faisais de l'équitation. D'accord. J'aimais les animaux. Et du coup, je me suis dit que j'allais être vétérinaire. Ok. Et en fait, un jour, on a fait une dissection en cours de bio. Et là, j'ai vu du sang. Et je me suis dit que c'était absolument pas pour moi. T'es vaccinée pour de bon, quoi. Ouais, hors de question que je me retrouve à ouvrir des animaux en deux. C'était pas fait pour moi, quoi. Donc, il a fallu trouver autre chose. Sauf que j'étais déjà en 3e. C'était juste après, donc. Il fallait se décider assez rapidement. Alors, ça date un peu, donc il n'y a pas toutes les histoires de stages de fin de 3e et compagnie comme il peut y avoir maintenant. D'accord. Mais du coup, là, je suis en 3e, je ne sais plus ce que je veux faire. On arrive en France, mon père qui dit, parce que moi je ne savais pas quoi faire, donc il a décidé. C'est un phénomène assez récurrent. Mais du coup, il a dit, le mieux c'est d'aller en section scientifique et tu verras ensuite. D'accord. Ok. Bon, très bien. Seconde,
Hop, et puis là, en fait, entre l'arrivée en France, le changement de milieu, j'ai atterri aussi dans un lycée avec... en plus, on m'a placée dans une sorte de classe élite, je crois. Oui, d'accord. Bref, j'ai pris cher, j'ai foiré ma seconde, D'accord. et là, j'ai eu 2 choix. Redoubler la seconde, ou en fait, partir en électronique. D'accord. Parce que mon père avait fait électronique. Voilà, c'est le... tu vois, la suite logique. La suite logique. Okay. Papa conseille. Du coup, et ben en fait, je suis partie en électronique. Ma prof principale n'était pas d'accord, elle croyait tout ce qu'elle pouvait, mais je suis quand même partie en première électronique. Derrière, j'ai enchaîné avec le bac, tout ça. Et ça s'est très bien passé. D'accord. La révélation. Ah ouais, c'était cool. C'était cool, j'aimais bien. On essayait des trucs qu'on découvrait tout le temps. J'apprenais des choses que j'avais jamais apprises avant. C'était assez pratique et très peu théorique, contrairement à tout ce qu'on faisait avant. Et pour le bac, j'ai à coder. On a un programme de groupe à faire, un projet de groupe. Mes 2 collègues qui sont dans le même groupe que moi, eux vont souder des micro-composants sur une plaque. D'accord. Et moi, je code l'application qui va avec. On fait une imprimante de distributeur de billets. D'accord. Donc, moi, je me retrouve, mon premier algo se fait en assembleur pour ça. Ah ouais. C'est parti fort. Ouais, okay. Mais en fait, c'était cool, quoi. Oui, c'était vraiment le truc. C'était fou ce que je pouvais en faire, en fait. Que tu aimes vraiment ça, quoi. Ouais, j'adorais. Je trouvais ça super intéressant. Et puis bon, y a une suite plus ou moins logique quand tu fais un bac électronique. Derrière, c'est la prépa. Des technologies de l'ingénieur, là, TSI. Oui, ou bien école d'ingé. Voilà, et puis derrière, tu continues. Je suis rentrée en école d'ingé et ainsi de suite. Du coup, toujours spécialisée en électronique. D'accord. J'ai continué dans la même voie. J'ai atterri dans une école, l'NCA, qui est assez connue en région parisienne, sur l'électronique. Là, pareil, j'avais eu une hésitation avant, parce que je pouvais faire aussi une autre école, mais dédiée mécanique. D'accord. Ça me plaisait aussi, c'était cool la méca. Oui. Mais bon, je suis partie en électronique. Première hésitation, quoi. Et là, ça se passe pas comme je veux. Il y a des trucs qui sont intéressants. J'apprends à coder en C. On fait un peu plus d'assembleur pour l'électronique embarquée, justement. Et par contre, il y a plein de sujets où on est ultra théorique. D'accord. Et notamment, c'est comme ça que je suis tombée dans la physique quantique. Ce truc-là, c'est ce qui se passe à l'intérieur des composants électroniques. C'est super intéressant. C'était trop pour moi, en fait. J'y arrivais pas, en fait. D'accord. C'était, je pense... T'as fait un changement de filière pendant les études ou t'as fini complètement... Alors, j'ai redoublé. Électronique avant. Ouais, j'ai redoublé ma première année dans cette école d'ingé. La deuxième année, c'était pire. Je pense que j'ai plus dormi en cours qu'assisté aux cours, soyons honnêtes. Et à partir de là, je me suis redirigée parce que de toute manière, dans ces écoles d'ingé, quand tu as redoublé une fois et que tu te foires à nouveau, on te met un coup de pied aux fesses et puis on te dit dehors. Dehors, voilà. Donc j'ai atterri dehors. Là, papa a dit qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu as aimé? Voilà. Papa me sauve, comme d'hab. Et en fait, il me propose une école en informatique. D'accord. Et c'est là, en fait, il avait raison parce que tout ce que j'avais fait ces dernières années, c'était ça que j'aimais en fait dans ce que je faisais. Ouais. Et donc là, j'ai atterri en école d'info où j'apprends à coder pour de vrai en fait. Ça, c'était cool. Et ça, c'était parfait. Ça. Et c'était le kiff. Et c'est comme ça que tu as été diplômée, du coup, ingénieur informatique et tu rentres dans le monde du travail. Comment ça a été le début de carrière en fait d'une Céline Louvet, quoi? Alors, à savoir qu'à ce moment-là, j'avais fait prépa, puis je ne sais pas combien d'années d'ingé, 5. J'étais crevée. Oui. Donc mon premier réflexe, ça a été de dire j'ai pas envie de travailler. Mais te connaissant, en fait, j'aurais jamais deviné ça. Je pensais que ça faisait du bien. C'est le kiff d'aller retrouver des projets, des programmes à coder et tout ça. Ouais. Non, moi, en fait, c'est ce que j'aime quand je développe, c'est que ça m'évite
de faire les choses moi-même. Je suis désolée, je suis une flemmarde en fait. Ouais, Et voilà. plein de développeurs. Ouais, comme plein du de, coup, on automatise plein de choses. En fait. Exactement. Ouais. Et du coup, en effet, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de me lancer dans un monde que je connaissais pas. J'y suis allée tranquillement. Et puis à ce moment-là, j'ai même eu un moment, j'avais tellement pas envie de travailler que j'ai hésité à me... C'est fou. Je t'adore. J'ai hésité à me réorienter pour être prof. Non, tu vas pas me dire. C'est encore, tu allais trouver encore plus de travail chez les profs en fait. Ouais, et j'avais en fait, j'avais l'équivalence licence de maths grâce à la prépa. Oui, comme et du ça, coup, tu ne travailles pas pour l'avoir. Ça en plus, être une équivalence. Quoi, voilà. J'avais une équivalence. Et du coup, j'ai hésité à m'en servir pour devenir prof de maths. Je pense que le titre de cette interview sera « La flemme de travailler ». J'avoue, hein, c'est moi. Bon, à un moment quand même, il va falloir aller bosser. C'est ça, j'imagine. Donc, bon. Et donc Là, je commence. Et en fait, à ce moment-là, on est en 2005, 2006, 2005. Et en fait, c'est surtout des ESN qu'il y a beaucoup à ce moment-là, des sociétés de services. Je suis en région parisienne. Pas grand-chose à part les très, très, très grosses Alten, Altran, voilà. Celles communément appelées les bétaillères. Et du coup, au final, je trouve un job chez eux. On me cherche une mission. Je suis mise en concurrence avec d'autres gens. Il y a des entretiens. Et toi qui n'aimes pas travailler, moi, j'avais pas envie. Quoi. J'arrive dans un entretien un jour. On était 5 et un client qui pose des questions. Et le but, c'était un qui sort au bout des 5, quoi. Sincèrement, c'était nul, quoi. Je comprends le commercial parce qu'il y gagne du temps, je comprends le client parce qu'il y gagne du temps, mais nous, on était tellement mal. Et dans cette interview, comment... Attends, dis-moi, toi, quand tu es sortie des études, les femmes dans l'IT, dans la tech, c'était les pourcentages d'aujourd'hui, c'était pire, c'était moins, Alors, en électronique, on était 20%. D'accord. Donc, peut-être un peu plus que ce qu'on peut connaître côté info, tech. En école d'ingé, on était en dessous des 10%. D'accord. Dans l'école où j'étais. En école d'ingé en informatique. Donc, Donc, ça te positionne donc dans cet entretien, pourquoi je te posais la question, c'était ça aussi, dans cet entretien de concurrence-là, tu étais toute seule. Ah bah oui, on était 7 dans la pièce et j'étais la seule femme. Oui. Et tu n'as pas essayé de parler plus fort pour te démarquer? Parce qu'en fait, je venais de faire une prépa en électronique. J'étais toute seule parmi 20. Déjà, tu viens de dire tu étais fatiguée aussi. J'avais 25 ans, j'étais déjà fatiguée. Quoi. Ça n'a rien à voir avec ton genre. Tu étais fatiguée d'office, toi. Donc voilà, donc ça s'est passé comment cet entretien? Ben, en fait, je suis sortie je crois que j'étais la première. Enfin, c'est moi qui ai réussi. Parce qu'en fait, je répondais à toutes les questions, j'avais aucun souci. Tu veux dire que les autres étaient plus fatigués que toi? Je sais pas. En tout cas, les questions, c'était des trucs que je venais de voir en école d'ingé. Donc, je les connaissais par cœur. Non, mais je rigolais. Et puis, en fait, moi, en termes de parcours, comme j'ai fait une prépa, En fait, c'est ça qui est dommage quand tu fais une interview d'une personne qui est vraiment copine. Et pour les gens qui nous regardent, je ne prépare jamais vraiment les interviews. J'essaye de juste cadrer sur quel sujet on va parler. D'où, du coup, on explose de rire parce qu'elle me dit des trucs que je ne savais pas du tout. Donc, du coup, je disais, comme j'ai fait une prépa, moi, j'ai appris à répondre à des questions. C'est un truc où je suis forte en fait. Et anticiper. Je suis bonne à gagner un entretien. C'est mon truc. Et je suis extrêmement formée à ça. Oui. Et puis il y a aussi, même du coup, tu es très bonne copine. Enfin, je vais dire, tu t'intègres vite aussi. Tu sais, dans un entretien, tu ne vas pas arriver. Ah bah non, connaissant, en tout cas, tu es très à l'aise, quoi. Oui, je rentre directement dedans. Je réagis, je parle, je pose des questions, je suis assez directe en fait.
Et ce qui fait que cette fois-là, je me suis démarquée des autres, justement, parce que chez moi, c'était automatique. Les autres, ça l'était moins. Ouais. Et c'était un poste pour du dev. Okay, et en fait, une semaine après, on me dit « Ah bah non, finalement, non. » Ok. Et là, j'ai cherché à comprendre. En fait, ils ont pris un des hommes qui avait un peu moins réussi, du coup. Oui. Mais parce qu'il correspondait mieux, il paraît. Ah, parce que dans l'équipe, on attendait à un introverti, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils attendaient. Ouais. Possiblement un homme. Ouais, voilà, possiblement. Ouais. Mais je ne sais pas. En fait, c'est une des premières fois où je suis tombée face à cette incohérence, en fait. Où tu sais que tu corresponds au poste. Oui. Tu as réussi ton entretien et c'est pas toi qu'on prend. Voilà. Ouais. Mais j'avais pas de réponse à la question. Et puis bon, ça m'avait pas forcément beaucoup choquée parce que ça avait toujours été comme ça. Donc voilà, j'avançais. Entretien suivant, hop, pareil, j'y arrive. En plus, cet entretien, il était complètement fou. La commerciale avait changé mon CV pour l'adapter au client. Mais ce qui fait qu'elle avait oublié de me prévenir. Déjà, on évite de changer le CV de quelqu'un de base. Ça m'a vaccinée. Mais du coup, j'arrive devant le client, j'ouvre le CV et... Tu te reconnais pas dedans, quoi. Ouais, tu me connais, moi, et mon naturel. Et là, j'ai fait, mais c'est pas mon CV. Et j'ai vu le client s'arrêter en mode, qu'est-ce qui se passe? Et la commerciale qui suivait à côté. Mais donc, cet entretien, je l'ai réussi aussi. Ouais. Pareil, je suis sélectionnée pour le poste et au bout d'un temps, on fait bah non, finalement, il n'y a plus de poste. Et en fait, ça a été comme ça pendant 6 mois. Tu enchaînes ça pendant un moment. 6 mois. Pendant 6 mois, 6 mois, je passe des entretiens. Avec un diplôme d'ingénieur. Ouais, et un taux de réussite en entretien. Réussite et tout ça. Ouais. Rien. Et au bout d'un temps, mon commercial vient me voir, il me fait bon, ça a l'air d'être difficile, mais je crois que je t'ai trouvé un poste. On va repasser un entretien. Voilà, j'y vais. Et sur place, je découvre en fait que c'est pour faire de la QA, du test. Ah ouais. Alors, il s'avère que... Tu es diplômée dev et tout ça. Et ouais, en plus, j'étais spécialisée en dev dans mon diplôme. Ouais. Et du coup, moi, ça ne me dérange pas en soi, à ce moment-là, parce que j'avais envie de tout découvrir. Donc, ça a peut-être été ma première boulette à ce moment-là. Oui. Mais j'ai dit, pourquoi pas, je vais apprendre un truc. Sauf qu'ils vont te mettre que sur ça. En fait, les 2 années qui vont suivre, on va me proposer que ça. Et là, ça va être à moi, en fait, comme j'aime toujours le dev, j'en ajoute dans ce que je fais. D'accord. Et de base, ce qu'on cherchait à faire avec moi, c'est que je sois QA fonctionnel. D'accord. Il t'éloigne complètement. Ouais, ils m'avaient sorti du dev. Ouais. Mais du coup, moi j'y arrivais bien, donc j'ai fait ça. Puis à côté, j'ai fait de la QA technique. Et puis après, à un moment, j'ai fait du test de performance. D'accord. Et en fait, j'ai remonté toute la chaîne. Et c'était cool, mais c'était pas ce que je voulais faire. Oui. À un moment, je change de société parce qu'à ce moment-là, si on voulait une augmentation de salaire, il valait mieux changer d'employeur que de demander une augmentation. Ouais. Donc, hop, je change de société. La nouvelle me propose un truc complètement différent. Et là, j'atterris dans de l'admin système. Alors, c'est nettement plus technique. D'accord, oui, c'est plus technique, mais encore là, il n'y a pas de développement. Ouais. Mais par contre, c'est l'autre barrière du technique. Donc, je m'en rapproche un petit peu, on va dire. Il y a beaucoup de tâches manuelles, par contre, dans ce qu'on fait. Et ça, j'aime pas ça. Faire des trucs répétitifs, je trouve ça désagréable à souhait. Par exemple, tous les matins, là, on lançait l'application, puis on vérifiait en production que tout se passait bien. Je ne vais pas faire ça tous les matins, il ne faut quand même pas abuser. Oui. En plus, si ça me permet de dormir 5 minutes de plus, je vais éviter de le faire. Donc, te connaissant, tu es fatiguée. Voilà, je suis fatiguée, flemmarde jusqu'au bout. Mais du coup, l'un des premiers trucs que j'ai fait sur ce poste-là, c'est du script pour que ça se fasse tout seul. Ah ouais, tu as délégué du coup comme ça. Voilà, exactement, j'ai tout scripté. Et puis en plus, ça m'évite de faire des erreurs puisque c'est un script. Et donc, je gagne du temps au quotidien. Je dors un peu plus longtemps. Puis le matin, je reçois un email avec l'état de l'environnement entier. Et je suis contente. Et du coup, c'est comme ça que tu es arrivée vraiment plus tard, au bout de 2 ans, 3 ans 4 ans d'admin système. Tu tombes sur un manager qui veut vraiment t'écouter. Je change encore de boîte. D'accord.
J'atterris dans une boîte spécialisée dans le dev cette fois-ci. Normalement, ils ne devraient pas me renvoyer vers autre chose. Oui. Je passais un entretien, j'étais complètement fou, on était au restaurant, au japonais, j'essayais vaguement d'avaler mes brochettes et mes sushis pendant qu'on me posait des questions et que je répondais en même temps. C'était complètement délirant. Puis au bout, il m'embauche et il me prend en tant que développeuse junior. Oui, parce que du coup, tu as j'ai aucune expérience. Les 4 ans là. Ça veut dire que derrière moi, j'ai 6 ans d'expérience déjà faite, tout sauf du dev. Oui. Par contre, c'est d'autres phases du projet que je maîtrise. Que tu maîtrises et qui va t'aider aussi dans le développement, puisque tu anticipes sur tout ce qui est test et autres. Exactement. Tu anticipes un peu. Actuellement, ça m'est toujours utile parce que en test, je sais trouver les tests qui font planter l'appli. Avant même de développer. C'est ça. Et puis, quand quelqu'un fait un développement, il y a forcément une manière de faire à laquelle il n'a pas pensé. Et moi, j'ai l'esprit suffisamment tordu de l'ancienne QA pour aller faire ce test-là et démontrer que ça ne marche pas en fait. Ça marche à tous les coups. Et du coup, ça m'est utile pour ça. Et ensuite, le sysadmin et compagnie, en fait, j'étais à moitié DevOps dès le début. D'accord. Du coup, tu tombes sur un manager au bout de 4-5 ans qui veut bien te garder en tant que développeuse. Donc, du coup, là, c'est le kiff. Comment ça se passait en équipe, en fait? Alors là, c'est assez particulier parce que du coup, je suis junior. Je coûte cher pour une junior. Parce qu'il a pas non plus voulu... Enfin, il a été très respectueux. Il m'a prise à mon ancien salaire. Donc, j'avais quand même un salaire assez élevé pour une dev junior. Et là, en fait, dès le moment en entretien, il m'a dit « Je te prends. Par contre, l'objectif, c'est que dans 6 mois, tu ne sois plus junior. » Donc, j'ai eu 6 mois devant moi pour arrêter d'être junior. J'ai pris... je me suis retrouvée en binôme permanent avec quelqu'un d'expérimenté qui m'a monté de force, en fait, en compétences. J'ai passé 6 ans dans cette boîte. J'ai été junior 6 mois, confirmé, lead dev. J'étais lead dev au bout de 2 ans maximum. Il est vraiment génial. Ils t'ont vraiment fait confiance en fait. Tu as prouvé aussi, tu as bossé dur. Ils m'ont poussé très fort et ils m'ont envoyé tout droit en fait. D'accord. Le parcours qu'on m'a fait faire, alors il était désagréable par moments, on va être honnête, mais j'ai eu des moments où j'ai eu mon chef qui est venu me voir. Il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Cette mission, je sais que tu n'as pas envie, mais elle sera parfaite pour toi. » Et en effet, il m'a fait traverser Paris, j'avais 4 heures de transport à cette époque-là pour aller travailler. Néanmoins, en effet, mais de toute façon, en début de carrière, parfois, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on veut et faire des sacrifices aussi quelque part pour évoluer. On a parlé de tout ça, on a parlé de ton kiff de dev. J'aimerais savoir aujourd'hui que tu me parles de Céline d'aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que tu fais? Alors, suite à ça, j'ai fait plein de trucs, j'ai testé des choses, j'ai dit le SN c'est pas top. J'ai envie de changer. Je vais être convaincue. J'ai créé une start-up. Ça marche pas. Je suis allée en freelance. Tu as créé une start-up, ça marche pas. Je suis passée ensuite en freelance. Il faut faire de l'administratif et de la compta. Ça me va pas. La flemme. Je passe en interne. C'est revenu, ça revient toujours. Et du coup, je passe en CDI et au bout d'un temps, j'arrive chez Shine. D'accord. Donc, je suis actuellement. Ah, donc du coup, au bout de... Tu as 20 ans d'expérience? Mais la classe, quoi, c'est trop bien. Alors, pas encore, je suis à 19, quelques. Oui. Fin d'année, je suis à 20. Plus de 15 ans, quoi. En janvier, je passe à 20. C'est très rare, parce que tu sais que 50% des femmes quittent la tech avant leurs 35 ans. Nous, on y est, on est encore. Donc ça, c'est génial. Je suis une survivante. Encore 100% en plus, toi. Moi, c'est moins 100%, mais bon. Donc, du coup, tu arrives chez Shine, et chez Shine, tu fais quoi? Chez Shine, mon poste est inconnu quand j'arrive. Parce que je suis parmi les premières personnes très expérimentées qu'ils embauchent à ce moment-là. Donc, mon poste s'est construit autour de moi. Donc, il est très dur à décrire. Comme moi. Alors, on vient d'y passer je ne sais pas combien de minutes. Voilà. Et ce poste, il est pareil. En gros, je suis dans une équipe qui fait du
du développement d'applications pour le support aux clients. D'accord. Shine, c'est une banque pour les professionnels en ligne. Du coup, on développe des outils pour que le support puisse faire plein de choses, renouvellement de cartes, ce genre de bêtises. Je fais aussi beaucoup d'outils pour automatiser leur travail. À côté de ça, au final, dans l'équipe, moi, je suis plus là pour accompagner les autres. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, je fais beaucoup de mentorat un peu au quotidien. Oui. Je fais de l'accompagnement technique. De l'accompagnement technique, de peut-être aussi recherche de problèmes de performance ou de... C'est ça, d'architecture. Ok. Voilà, je fais de la refonte, je fais tous les sujets un peu c'est du staff costaud. engineering en fait que tu fais. Ok. Ça ne l'est pas complètement parce que je suis dédiée dans une équipe, mais ça en est. Ok. C'est de l'archi transverse à un certain niveau en fait. Ok, voilà. Très bien. Et du coup, entre autres, je mentor 2 reconvertis dans l'équipe. D'accord. Chez Shine, du coup, tu mentors des personnes, notamment des reconvertis. Parlons justement des reconvertis. C'est une très bonne chose déjà que Shine prenne des personnes en reconversion. Aujourd'hui, pour toi, si tu avais des conseils à donner aux femmes qui aimeraient se reconvertir et qui hésitent, qu'est-ce que tu leur dirais en fait? Que, en fait, déjà, on a besoin d'elles. Ça, c'est le premier point. Si on n'est pas très nombreuses en tant que femmes, pour l'instant, plus on sera nombreuses, plus ça sera facile pour les suivantes. Oui. Alors malheureusement, ça peut être difficile en échange de se reconvertir. Il faut un peu lutter, il faut être un peu têtu. Je dis souvent, on me dit que je suis têtue. Voilà, c'est pas sans raison. Il faut être un peu têtu, il faut être convaincu, il faut montrer qu'on a envie, il faut apprendre. Il faut bosser dur. Il faut bosser. Je pense que c'est difficile de se reconvertir. Et il faut montrer qu'on est presque aussi compétent que ceux qui sortent d'école d'ingé en fait. Et c'est dur ça. Donc, mais en tout cas, quelque part aussi, on peut avoir d'accompagnement comme celui que tu fais par exemple. Exactement. Il y a des sociétés qui prennent les personnes en reconversion très volontairement. D'autres où c'est plus compliqué, mais celles qui le veulent, elles essayent d'accompagner et compagnie. Et je vois les 2 personnes qu'il y a dans mon équipe, elles sont là depuis 3 ans même. Elles ont commencé là. Et il y en a une, j'avais des soucis hier et c'est elle qui m'a aidé à les résoudre en fait. Du coup, elles sont pleinement intégrées, elles sont montées et compagnie. Très très bien. C'est beau. Et en plus, ne pas hésiter aussi de s'entourer en fait, de chercher des conseils. Ça peut être dans les assos, ça peut être plein d'endroits en fait. Oui, en fait, il y a des je vais faire la blague, mais le Slack Yeso, c'est bien. Où on est toutes les 2 d'ailleurs. Exactement. Sinon, des fois, il y a des regroupements féminins par ville. Aussi. Lady of Scod, il y en a plein un peu partout, les duchesses et compagnie. Oui. Donc, se regrouper avec les autres. Et sinon, en dehors de ça, la mixité, comment tu vois la mixité dans la tech aujourd'hui? Pour toi, depuis que tu as commencé, ça a évolué, ça a plutôt baissé. Comment tu vois la mixité aujourd'hui? Alors, je pense que ça a évolué, clairement. Au début, c'était plus difficile. Enfin, on était beaucoup moins nombreuses. Et puis, quand on parle de mixité, même toutes les autres diversités, au-delà des femmes, étaient moins présentes, moins visibles en tout cas. Et les comportements des autres étaient beaucoup plus visibles. À l'inverse, le sexisme était très fort. Était très fort. Au fil des années, ça s'est tassé. Il y a toujours des comportements type sexisme et compagnie, mais ils sont beaucoup plus discrets, vicieux. Par contre, la diversité a augmenté, très clairement. Est-ce que tu as vécu un acte que tu vois tout de suite, c'est vraiment un acte sexiste, flagrant? Est-ce que tu en as vécu et comment tu as réagi? Vachement trop. Là, je suis en train de réfléchir pour en choisir un qui t'intéresse, parce que j'en ai eu quelques-uns. Et j'ai un exemple qui me vient en tête facilement, mais j'en ai eu d'autres. Donc celui-là, il sera bien. Un entretien de mission. On me dit,
Ah bah Céline, tu vas passer un entretien, mets un chemisier. Ok. Préparation d'entretien, j'ai mon chemisier. Et là, j'ai le commercial qui me dit, ouvre un peu plus de boutons, ça aidera à convaincre le client. Ah ouais, en direct. Il en te direct. dit... En préparation d'entretien, on était tous les deux dans une salle de réunion. Là, il me dit, ouvre un peu plus, ça aidera. Et tu as répondu quoi? Bah, à cette époque-là, je baignais tellement dedans que je l'ai fait. Ok. Il fallait survivre en fait. Mais c'est énorme. Ouais, je m'en rendais pas du tout compte en fait. Ouais. Voilà, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. Mais c'est énorme. Peut-être aussi, enfin, ça, j'en ai tellement vécu, mais celle-là, je l'ai jamais eue. C'est énorme, c'est énorme. Mais c'est peut-être là, actuellement, tout dernièrement, là, peut-être comme il y a eu beaucoup de libération de la parole aussi et tout ça, je pense que peut-être, hein, je ne dis pas, je pense, si ça se trouve, il y en a encore qui le vivent là actuellement, mais je le vois moins, en fait, ces genres d'actes-là. Et parlons de ces actes-là, parce que très souvent, on y va se confier, ou on se raccroche aussi à l'avenir ou à nos rêves. Quand on parle de rêve, est-ce que tu as eu un rôle modèle, toi, dans ta vie professionnelle? Pas au sens où on l'imagine habituellement, c'est-à-dire pas des personnes célèbres. D'accord. Je savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, je voulais faire des choses intéressantes. Mes rôles modèles, ça a été les gens qui m'entouraient, qui, à mes yeux, faisaient des choses intéressantes. D'accord. Donc, beaucoup mon père, son métier m'intéressait profondément, donc j'avais envie. À un moment, j'ai eu un compagnon avec qui j'étais, pareil, c'était un architecnique, j'avais envie de faire ce qu'il faisait. Mon conjoint actuel, qui n'est pas la même personne, qui lui faisait parler en conférence, CTO et compagnie, donc ça m'a poussé à... Ça t'a poussé, toi. C'est lui qui m'a donné cette envie, en fait. Et comme ça, à chaque fois, quand il y a quelqu'un autour de moi qui fait des choses qui m'intéressent, c'est ce qui me donne envie de... Pourquoi pas moi, en fait. Oui, donc indirectement, tu as eu des inspirations quand même un peu partout. Oui. Tu parlais de conférences tout à l'heure, toi tu es conférencière aussi depuis quelque temps. Qu'est-ce que ça apporte en fait de prendre la parole en général? Moi, ça m'apporte deux choses. Et je suis désolée de le dire à toutes les personnes en reconversion, mais j'ai un syndrome de l'imposteur assez fort, qui a toujours été là. Il ne disparaît pas. Je pense que nous l'avons, enfin... Ouais. En même temps, on peut dire nous l'avons toutes, mais en même temps aussi, on peut se dire qu'il n'existe pas vraiment. En fait, on se le dit qu'on l'a ou pas. C'est chacun à sa façon de voir. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, j'ai ce truc-là. Et parler en conférence, c'est réaliser que je sais des trucs que les autres ne savent pas. Ça m'a fait du bien. Ça m'a donné confiance en moi, dans mon métier, dans mes capacités, mes connaissances, ce genre de choses. Et la deuxième chose que ça m'apporte, c'est de transmettre une connaissance que j'ai à des gens qui ne l'ont pas, justement. Ça va dans la même ligne que le mentorat, en fait. C'est remettre les choses à plat et aider les gens à décider, à avancer, faire des bons choix, apprendre, ce genre de choses. C'est excellent tout ça, tous ces points que tu as dit. Et sinon, tu te vois dans la tech dans 5 ans, dans 10 ans C'est une question qui est difficile pour moi. Ouais. Si tu me demandes un jour où j'en ai marre, je te répondrai non. Non. Je serai à la retraite. Je suis fatiguée, ok. Je suis fatiguée, voilà. Si je résume, c'est beaucoup ça en fait. Ouais, ok. Donc je ne sais pas te répondre. Il y a des chances que j'y sois encore. Ouais. En tout cas, tu te laisses... Tu veux faire ce que tu aimes, tant que tu aimes, et puis voilà. Déjà, dire à nos invités que tu es une membre ISO, membre de l'équipe très impliquée, dont je suis fière d'avoir. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as à dire à une personne qui nous regarde, qui aimerait nous rejoindre, comment faire, ou voilà, tout ça. Oh, eh ben, on a un site. Ouais, on a un site déjà, vous allez vous renseigner. Voilà, on peut prendre contact sur le site, on peut nous contacter directement sinon. Ouais, aussi. Peut-être un peu moins toi parce que je pense que tu es débordée, mais moi c'est faisable.
Ouais. Toi, que pour le mentorat. Faut pas contacter Céline pour autre chose. Voilà, moi je suis plus sur le mentorat et... Ouais, le process d'attribution, quoi. Voilà. Exactement. Du coup, si vous inscrivez, c'est moi qui choisirai peut-être votre mentor ou votre mentoré. Oui, c'est ça, l'un d'entre eux. Donc voilà, je te remercie. Je te remercie pour cet échange que j'ai adoré. Merci. Voilà, donc j'espère que plein de femmes vont nous rejoindre dans la tech. En tout cas, si elles souhaitent nous rejoindre, elles seront les bienvenues. Oh oui. Oh oui, donc voilà. Et puis, on est à l'écoute de vos questions, de vos remarques. Et voilà. Merci Céline. Merci. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, abonnez-vous et surtout rejoignez l'association Yeso. Toutes les infos en description.